Pana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino planche, shell, sécurité, maximal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Ya biso, ezala ba norme européenne. Ya biso ezala ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Burundi, Azerbaïdjan. Les armes du Burundi qui font trembler Kigali et Kagame. Un vent nouveau souffle sur la région des Grands Lacs. Alors que Paul Kagame, président du Rwanda, multiplie les avertissements et les démentis, une alliance inattendue redessine l'équilibre des forces. Du Caucase à l'Afrique centrale, les armes azerbaïdjanaises équipent désormais les forces burundaises et congolaises. Des avions cargo reliant Bakou à Gitega arment discrètement une coalition qui renverse la dynamique contre la rébellion M23 et symboliquement contre la domination de longue date de Kigali. Ce qui se déroule dépasse le simple commerce d'armes. C'est l'aube d'une nouvelle ère géopolitique. Aujourd'hui, nous vous plongeons au cœur d'une histoire reliant trois capitales apparemment éloignées, Bakou, Gitega et Kinshasa, dans un triangle stratégique qui ébranle les fondations du pouvoir en Afrique centrale. Au centre de cette histoire se tient un homme qui, pendant 2 décennies, a dicté le tempo des Grands Lacs, Paul Kagame. Mais en 2025, l'équilibre a basculé. La région, autrefois soumise à la volonté de Kigali, se réarme, se réorganise et redéfinit ses alliances. Et Kagame se retrouve sur la défensive. Tout commence fin 2024. Déterminé à moderniser son armée et à sécuriser ses frontières, le Burundi signe discrètement un contrat d'armement avec le ministère de la Défense azerbaïdjanais. Ce contrat inclut des lance-roquettes RPG-7, des mitrailleuses de 7,62 mm, des fusils de précision, des fusils d'assaut et de grandes quantités de munitions. 2 avions cargo IL-76 de Silkway Airlines transportent ces cargaisons vers Gitega en avril et août 2025. De là, une partie de l'arsenal traverse le lac Tanganyika vers Uvira et le front du Sud Kivu, où la Force de défense nationale burundaise, FDNB, combat aux côtés des FARDC congolaises contre la rébellion M23. Pour Kigali, c'est un coup de tonnerre. Ces manifestes de cargaison signifient bien plus que des caisses d'acier. Ils traduisent un changement de pouvoir, une région qui ne dépend plus de l'approbation rwandaise. Depuis le début des années 2000, Kigali a bâti sa suprématie grâce à une discipline supérieure, des unités de renseignement entraînées par Israël et des drones Bayraktar turcs. Mais soudain, la technologie qui donnait l'avantage au Rwanda est égalée, et parfois surpassée, par les unités burundaises équipées de nouvelles armes azerbaïdjanaises. Lorsque Kagame atterrit à Bakou, le 19 septembre 2025, son agenda officiel parle de coopération économique. En coulisses, sa mission est urgente. Convaincre le président Ilham Aliyev de stopper les livraisons
au Burundi. Selon plusieurs sources régionales, Kagame plaide que ses armes déstabiliseront la région. Aliyev écoute poliment et refuse. Pour l'Azerbaïdjan, le marché africain des armes est à la fois lucratif et symbolique. Une preuve que Bakou peut projeter son influence au-delà du Caucase. Les livraisons continuent donc. Kagame rentre à Kigali les mains vides, son aura de contrôle visiblement amoindrie. Sur le terrain, les conséquences sont immédiates. Les opérations conjointes, burundaises et congolaises, progressent à Uvira, Bijombo et Ruzizi. Pour la première fois depuis des années, les colonnes M23 sont forcées de battre en retraite. Des images satellites capturent des convois de camions militaires portant des codes d'exportation azerbaïdjanais sur la route de Gitega à Baraka. Des observateurs à Goma rapportent l'émergence d'un nouveau corridor logistique, un pont d'approvisionnement sud, reliant directement les ports burundais au front congolais. Les officiers burundais vantent la précision des nouveaux systèmes RPG et la fiabilité de leurs viseurs optiques. Les unités de la FDNB, entraînées par des instructeurs azerbaïdjanais, neutralisent avec succès plusieurs drones fabriqués par le Rwanda. Nous pouvons enfin riposter à armes égales, confie un officier à un journaliste congolais. Pour Kigali, habitué à dicter ses conditions, c'est une humiliation. Pour Gitega et Kinshasa, c'est une revanche. Le président Évariste Ndayishimiye, ancien chef d'état-major, croit depuis longtemps que le Burundi doit projeter sa force au-delà de ses frontières pour garantir sa sécurité. Sa doctrine? Prévenir l'agression en prenant l'initiative. En repoussant sa ligne de défense au cœur du Sud Kivu et en coopérant avec les FARDC, le Burundi ne se contente pas d'aider le Congo. Il anticipe l'influence rwandaise avant qu'elle n'atteigne son sol. Kinshasa soutient cette stratégie sans réserve. Le président Félix Tshisekedi y voit une politique de frontières dynamiques, un moyen de protéger les corridors miniers vitaux de Maniema et Tanganyika contre la menace M23. Les armes azerbaïdjanaises deviennent ainsi plus que des outils de guerre. Elles symbolisent une nouvelle architecture de sécurité conçue par des Africains, pour des Africains. Pendant ce temps, la diplomatie rwandaise, autrefois sûre d'elle, commence à s'effilocher. À Bakou, l'échec du lobbying de Kagame ne passe pas inaperçu. La nouvelle de son revers se répand rapidement à Addis Abeba, Kampala et Dar es Salaam. Pendant des années, ces capitales ont vu en lui le réformateur discipliné des Grands Lacs, le leader qui a transformé une nation dévastée en modèle d'ordre. Mais sa guerre prolongée en RDC et les accusations croissantes de violation des droits humains ternissent cette image. Le voir supplier à Bakou porte le coup final. À Kigali, les médias contrôlés par l'État tentent de présenter la visite comme des discussions réussies. Pourtant, le ton des discours ultérieurs de Kagame trahit l'anxiété. Il accuse ses voisins de armer des groupes génocidaires. Un discours recyclé qui jadis intimidait, mais sonne désormais creux. L'Union africaine reste silencieuse. Les États de la SADC louent ouvertement la résilience de Kinshasa. Pour la première fois depuis des décennies, le président rwandais réagit au lieu de dicter. À Gitega et Kinshasa, les célébrations sont discrètes, mais confiantes. Les commentateurs radio locaux décrivent ce moment comme la fin de l'hégémonie rwandaise. La presse burundaise qualifie son pays de petit dragon des Grands Lacs. Au sein des FARDC, le moral grimpe en flèche. Les Wazalendo, patriotes congolais combattant aux côtés de l'armée, saluent l'alliance burundaise comme un symbole de solidarité régionale. Les villageois du Sud Kivu bordent les routes pour acclamer les convois conjoints, rouvrant marchés et écoles
dans les zones libérées. L'effet psychologique est immense. Les tentatives de Kagame pour reprendre l'initiative par la propagande et la diplomatie se retournent contre lui. Les ambassades occidentales, autrefois promptes à relayer ses arguments, adoptent une neutralité prudente. La France et les États-Unis appellent discrètement à la désescalade, mais ni l'un ni l'autre ne peuvent faire pression sur Gitega ou Kinshasa pour arrêter. Le vent géopolitique a tourné. Sous ce changement visible se cache une révolte plus profonde, celle contre la dépendance. Pendant des décennies, la sécurité en Afrique centrale était dictée par des puissances extérieures. D'abord les donateurs occidentaux, puis des poids lourds régionaux comme Kigali. Le nouvel axe Burundi-RDC-Azerbaïdjan représente quelque chose de révolutionnaire, un partenariat sud-sud, sans médiation occidentale. Bakou gagne en influence, le Burundi gagne en technologie, le Congo gagne en levier sur le champ de bataille. En octobre 2025, les analystes du renseignement notent un trafic continu de cargos entre Bakou, Djibouti et Gitega. Les conteneurs transportent des pièces d'artillerie, des kits de vision nocturne et des véhicules blindés sous scellés diplomatiques. Ces livraisons contournent les points de contrôle européens qui régulaient autrefois les flux d'armes en Afrique. Une nouvelle chaîne d'approvisionnement, admet un expert de l'ONU, émerge entièrement en dehors de notre cadre. Cette autonomie terrifie Kigali. Le pouvoir du Rwanda repose depuis longtemps sur le contrôle du récit, de la logistique et de la diplomatie. Perdre ce contrôle signifie perdre le mécanisme même qui soutenait la domination de Kagame. Au-delà de la dimension militaire, il y a le symbolisme du prestige. Pour Kagame, l'épisode de Bakou n'est pas seulement une défaite stratégique, mais aussi personnelle. Il avait construit son image de chef d'État indispensable du continent, le leader dont chaque sommet avait besoin, auquel chaque donateur faisait confiance. Désormais, les partenaires africains tissent des alliances sans lui. L'empereur de Kigali porte toujours l'uniforme, mais l'orchestre ne suit plus sa baguette. Pendant ce temps, Gitega devient un centre de nouvelle diplomatie. Des délégations de Téhéran, Moscou et Abu Dhabi s'y rendent en quelques mois, cherchant des coopérations dans les mines et la défense. Kinshasa suit le mouvement, élargissant ses liens avec Ankara et New Delhi. Les grands lacs africains entrent dans une ère multipolaire et les tentatives du Rwanda de jouer les gardiens s'estompent. Même au Rwanda, l'inquiétude grandit. Des murmures au sein de l'élite militaire remettent en question la sagesse d'un conflit continu au Congo. L'économie, sous la pression des dépenses militaires et du risque de sanctions, commence à ralentir. Les discours enflammés de Kagame sur les ennemis extérieurs sonnent de plus en plus comme des échos d'un passé dépassé par la région. En revanche, le récit du Burundi passe de l'isolement à la fierté. Son gouvernement, jadis sous sanction, accueille désormais des experts et journalistes étrangers curieux de comprendre sa résurgence. L'alliance avec l'Azerbaïdjan ne concerne pas seulement les armes, elle est une question de visibilité, une manière de dire « Nous existons, nous décidons, nous comptons ». Ce message résonne bien au-delà des collines de Gitega. Fin 2025, le front sud d'Uvira devient une étude de cas sur l'agence africaine. Une petite nation, avec des ressources limitées et des partenariats innovants, a fait basculer l'équilibre régional. Les colonnes burundaises patrouillent dans des zones qui, quelques mois plus tôt, étaient des bastions du M23. Les ingénieurs des FARDC reconstruisent des ponts pendant que les milices locales déposent les armes pour rejoindre l'effort national. L'image de Kagame, autrefois intouchable, semble de plus en plus acculée. Un dirigeant voyant son influence s'effriter
non par une intervention étrangère, mais par un réveil régional. Ainsi, l'accord d'armement Burundi-Azerbaïdjan dépasse la simple note de bas de page dans le commerce militaire. Il marque la renaissance d'une Afrique multipolaire, où les petits États tracent leur propre voie, où la souveraineté est défendue non par des slogans, mais par une autonomie stratégique. Paul Kagame, qui espérait que son voyage à Bakou préserverait sa domination, a au contraire confirmé son déclin. L'histoire pivote souvent sur de petits détails. Une signature sur un contrat d'armement, une requête refusée, un vol d'avion cargo. De ces détails naissent des ères entières. En 2025, une telle ère a commencé. Et pour la première fois, depuis des décennies, Kigali n'est plus au centre de l'échiquier des Grands Lacs. American Dream. Dispace en chaîne, Investment Group. Rêve américain, pour la Kosomba, Lopango, aux États-Unis. Plus précisément, la ville, Dallas. Aujourd'hui, c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne, Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman, Lopango. Rêve